Devant les caméras, le ton est calme, mais les mots sont lourds de sens. Donald Trump, aujourd'hui président des États-Unis, parle d'un monde en dérive, d'un ordre international affaibli, et d'une Amérique qu'il veut à nouveau redouter. En quelques phrases, il aborde le Nigeria, la guerre en Europe, la Chine, les tarifs douaniers, les frontières. Un discours sans filtre, parfois brutal, mais toujours porteur d'un message, reprendre le contrôle. Sans les tarifs douaniers, nous n'avons pas de sécurité nationale. Derrière cette phrase, un constat. Pour Trump, la force économique est désormais l'arme la plus puissante d'une nation. Alors que les tensions montent entre Washington, Moscou et Pékin, ces mots font écho à une inquiétude mondiale. Jusqu'où ira-t-il pour défendre la suprématie américaine? Le ton est posé, la scène est ouverte, et le monde, une fois encore, retient son souffle. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Nous avons passé un bon week-end. J'imagine que nous faisons 60 minutes ce soir, mais je ne suis pas certain que nous serons déjà dans l'avion. Peut-être serons-nous encore en route, nous verrons bien, tout dépendra du montage. Alors, avez-vous des questions? Il y a tant de sujets. Ils massacrent un nombre record de chrétiens au Nigeria, et dans d'autres pays également. Vous savez, cette partie du monde est dans un état terrible. On y tue des chrétiens par milliers, littéralement. Je ne laisserai pas cela se reproduire. C'est un tout autre problème que celui du Nigeria, évidemment. C'était, disons, un virage assez soudain. Je ne ferai pas cela. Pour le moment, il semble que l'Europe et la Russie aient des discussions. Je ne prends pas part à ces discussions. Cela pourrait changer, mais pour l'instant, non. Parfois, il faut laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Ils se battent, oui, ils s'affrontent. C'est une guerre très difficile pour Poutine. Il a perdu beaucoup de soldats, peut-être 1 million. C'est énorme. Et ce conflit a été dur aussi pour l'Ukraine. Il est éprouvant pour les deux camps. Parfois, il faut laisser les choses suivre leur cours, se résoudre d'elles-mêmes. Vous savez, j'ai réglé 8 guerres. Et je pensais que celle-ci serait plus facile à résoudre que certaines autres que nous avons déjà tranchées. Les otages, c'était tragique. Nous parlons ici de cadavres que certains appellent encore des otages. J'ai parlé avec les parents, ici, aux États-Unis. Ils sont à la fois soulagés et dévastés. C'est un sentiment très particulier. Je pense que c'est l'une des décisions les plus importantes, peut-être même la plus importante de l'histoire de notre pays. Sans les droits de douane, sans la possibilité de les utiliser librement et ouvertement, tout le monde en souffrirait énormément sur le plan de la sécurité nationale. La sécurité nationale des États-Unis est en jeu. C'est, à mon sens, l'une des plus grandes décisions de l'histoire. Même plus grande que celle prise à l'époque de l'Union soviétique. D'autres pays utilisent les tarifs douaniers contre nous. Si nous n'étions pas capables, nous aussi, de les employer librement contre eux. Prenons un exemple, la Chine. Un désastre pour le monde entier. Et pourtant, j'ai réussi à régler la situation très rapidement. C'est une question de sécurité nationale totale. Et la santé économique fait partie intégrante de la sécurité nationale, d'ailleurs. Mais sans les tarifs, non, cela ne serait pas possible. Et je ne dis pas cela pour attirer l'attention sur moi. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de notre pays. J'avais tellement envie d'y aller, mais je ne veux pas prendre cette décision à la légère. Si nous n'avons pas les tarifs, nous n'avons pas de sécurité nationale. Et le reste du monde se moquerait de nous, parce que cela fait des années qu'ils utilisent les tarifs contre nous, en profitant de notre faiblesse. Et regardez ce qui s'est passé. Nous sommes devenus riches. Notre marché boursier a atteint un niveau record vendredi, un record historique. Durant mon mandat, il a battu 48 records. Et cela en grande partie grâce aux tarifs et à nos excellents accords commerciaux. Sans cela, non, nous aurions continué à être exploités par de nombreux pays, y compris la Chine, pendant des années. Ce n'est plus le cas. Les tarifs nous ont apporté une immense sécurité nationale. Je ne fixe jamais de délai. Je fais ce que j'ai à faire, mais je ne fixe pas d'échéance, que ce soit pour le Venezuela ou pour autre chose. Comment pourrais-je répondre à une question pareille? Préparez-vous une frappe contre le Venezuela? Qui dirait une chose pareille? Et si c'était le cas, pensez-vous sincèrement que je vous le dirais? Oui, nous avons des plans top secrets. Qui ferait cela? Nous verrons bien ce qu'il adviendra du Venezuela. Le Venezuela nous a envoyé des milliers, des centaines de milliers de personnes issues des prisons, des asiles psychiatriques. Et d'autres pays ont fait la même chose. C'est terrible, mais c'est la vérité.
Ils l'ont fait parce que nous étions dirigés par des gens très stupides, vraiment très stupides. Biden a été le pire président de toute l'histoire de notre pays, et de très loin. Nous avions des frontières ouvertes. Et plusieurs pays, le Congo entre autres, nous ont envoyé leurs prisonniers, leurs trafiquants de drogue, leurs toxicomanes, tous ceux dont ils ne voulaient plus. Ils les ont fait passer par notre territoire. C'était une catastrophe. Ce que nous devons faire maintenant, c'est rouvrir le pays. Vous savez, nous avons voté 14 fois pour rouvrir le pays. 14 fois. Et eux, ils votent pour le maintenir fermé. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est voter pour rouvrir le pays. Il ne nous faut que 5 démocrates. Nous avons déjà beaucoup de démocrates de notre côté. Les républicains ont voté 14 fois pour la réouverture du pays. C'est bien plus simple que cela. S'ils votent pour la réouverture, nous serons à nouveau en avance. Plus de 20 générations de puces d'avance, grâce au génie de notre époque. Ces nouvelles puces ont 10 ans d'avance sur toutes les autres. C'est désormais la plus grande entreprise du monde. Alors, que voulez-vous savoir? Les puces ont 10 ans d'avance. La nouvelle Blackwell qui vient de sortir a 10 ans d'avance sur toutes les autres. Mais il n'y a rien à négocier, sinon dire félicitations. Non, nous ne donnons pas cette puce aux autres. Nous avons levé les sanctions contre la Syrie pour lui donner une chance. Merci beaucoup à tous. Je vais essayer de regarder 60 minutes ce soir, voyons s'ils me traiteront mieux cette fois. Je dois dire qu'ils ont été très gentils avec Kamala. En fait, ils ont même modifié certaines de ses réponses. J'essaierai de regarder, mais nous risquons d'atterrir juste au moment où ça commence, non? Ce sera une question de secondes. Heureusement qu'il existe TiVo, ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? TiVo. Nous adorons TiVo. Nous adorons TiVo, l'une de mes inventions préférées, l'une des plus grandes de l'histoire. Ce week-end, Donald Trump a de nouveau pris la parole, dans un échange spontané où se mêlaient réflexions géopolitiques, déclarations économiques et provocations politiques. Derrière le ton direct et parfois décousu du président américain, un message se dégage, celui d'une Amérique qui veut redevenir maître de son destin, dans un monde qu'il juge affaibli, désordonné et injuste envers elle. Il a parlé du Nigeria et des chrétiens persécutés, d'une guerre qui s'enlise entre la Russie et l'Ukraine, de la Chine qu'il qualifie de désastre mondial, et de l'importance des tarifs douaniers qu'il considère comme la clé de la sécurité nationale. Ce mélange de sujets, prononcé dans un style qui lui est propre, illustre une vision du monde centrée sur la puissance et l'autonomie, une doctrine où l'économie devient une arme, la diplomatie une stratégie de dissuasion, et la foi en la force un principe politique. Mais pourquoi ce discours est-il important? Parce qu'il marque le retour affirmé d'une politique américaine du rapport de force. En parlant de guerre, de commerce et de frontières dans la même respiration, Trump lie tout à une même idée, la survie d'un modèle américain qu'il estime menacé de l'intérieur comme de l'extérieur. Il rejette le multilatéralisme traditionnel, dénonce les faiblesses du passé, et réaffirme une conviction ancienne, America First. Ce positionnement n'est pas seulement symbolique, il a des conséquences concrètes. Sur le plan géopolitique, il remet en question les équilibres diplomatiques établis. Les Européens s'inquiètent d'un possible désengagement américain sur les théâtres extérieurs. La Russie et la Chine, de leur côté, testent les limites d'un président plus imprévisible mais plus déterminé. Et sur le plan économique, sa vision protectionniste relance la guerre commerciale latente avec Pékin, tout en posant une question essentielle. La souveraineté économique est-elle la nouvelle forme de puissance du XXI siècle? Ce discours, au-delà de ses excès, révèle un monde en bascule. Les grandes puissances ne cherchent plus seulement à dominer militairement, mais à s'assurer un contrôle stratégique sur l'énergie, la technologie, la production et l'information. Trump, à sa manière, met le doigt sur cette réalité. La puissance ne se mesure plus uniquement au nombre de chars, mais à la capacité d'un pays à décider pour lui-même, sans dépendance. Son retour à la Maison-Blanche, dans ce contexte tendu, peut donc remodeler profondément les relations internationales, car il oblige chaque nation à repenser sa propre indépendance, que ce soit l'Europe sur le plan énergétique, la Chine sur le plan commercial ou les pays du Sud sur le plan diplomatique. Mais au-delà des stratégies et des chiffres, il y a une dimension plus humaine à cette situation. Ce que Trump incarne, qu'on l'approuve ou non, c'est un besoin collectif de contrôle, dans un monde où beaucoup ont le sentiment de ne plus rien maîtriser. Son discours parle à cette peur universelle, celle du déclin, de la perte d'identité, de la dépendance. Derrière ces mots, il y a aussi la voix de millions d'Américains qui doutent, qui se sentent oubliés, qui veulent croire à nouveau que leur pays compte. Et peut-être que, dans cette brutalité apparente, il y a une forme de sincérité. La volonté de redonner du poids à une nation qui se cherche un sens dans un monde en mutation.
Alors, au fond, cette séquence ne parle pas seulement de politique, mais d'un basculement collectif. D'un monde qui hésite entre coopération et repli, entre ouverture et peur de l'autre. Et c'est peut-être là la véritable question. Voulons-nous d'un monde où chacun se protège, ou d'un monde où chacun se comprend? Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.